Bonjour à tous. Seconde partie du documentaire consacré à Maître Deshimaru. La semaine dernière, vous avez pu découvrir pourquoi et comment ce simple moine venu du Japon a su donner un tel élan au zen en Occident, tradition qui n'était connue jusqu'à sa venue que sous ses aspects théoriques. Maître Deshimaru a donc été le premier représentant du zen Soto pour l'Europe. Grâce à lui, le zen s'est développé de manière incroyable et inattendue. Et l'ampleur du phénomène a montré qu'il y avait vis-à-vis de ce type de pratique non seulement une demande de la part des Occidentaux, mais également un besoin réel, besoin qu'il a en partie comblé en offrant l'enseignement et la pratique du zen à tous ceux qui le souhaitaient. Deshimaru qui parle, et c'était le premier jour, je crois, qu'il avait dit ça. Et il a dit, ici, dans le zen Soto, il n'y a rien à obtenir. Bon, quand tu entends quelque chose comme ça, c'est important, les circonstances où tu te trouves. Si tu te trouves par exemple, dans un dojo, où il y a total silence, puis il y a ce voix que je décris, et puis tu entends une phrase comme ça. Je ne sais pas si c'est la première fois de ma vie ou pas que je l'ai entendue, mais c'était la première fois de ma vie que je l'ai enregistrée. Sans profit, sans objet, c'est quelque chose qui nous parlait complètement. On n'était pas dans les années 80, de la recherche de l'argent, des années 90, la bourse, etc. C'était pas du tout le background culturel de l'époque, en tout cas pour tous les jeunes qui arrivions. Le fait d'être sans objet, je ne pense pas que ça nous posait de problème, au contraire. Quand nous passions la soirée à boire et à parler tranquillement ensemble, il évoquait le passé. Je suis né à Saga, n'est-ce pas? De ce fait, je connais bien les paysages de Saga. Il aimait vraiment beaucoup parler de Saga. Il vivait dans un monde global. Mais les endroits de Saga où il avait ses racines, comme Morodomi ou Sagami, revenaient souvent dans la conversation. Il parlait souvent du pont de Londres, c'est-à-dire du pont de Morodomi qui enjambe la rivière Chikugo, là où il allait nager. Il était vraiment très attaché à ses racines. Mon village natal se trouvait en aval de la rivière Chikugo, qui serpentait dans la plaine de Chikushi. C'était un petit port de pêche, au bord de la mer Ariake, tout près de la grande ville de Saga, dans une région qui vit pour moitié d'agriculture et pour moitié de pêche. Les digues qui longeaient la rivière étaient bordées de laquiers, dont les feuilles, à l'automne, devenaient d'un rouge éclatant. Souvent au lycée, après les avoir dessinées, je tentais de reproduire cette teinte rouge, unique en son genre, mais je n'y arrivais jamais, quel que soit le mélange des couleurs. Dans la vase, le long des berges, poussait du printemps à l'automne une luxuriante végétation de roseaux, où piaillaient d'innombrables moineaux. Dans la plaine, s'étendaient des champs de blé et des cultures maraîchères. Le parfum des fleurs violettes de la châtaigne d'eau embaumait les eaux stagnantes. Au crépuscule, les graves résonances de la cloche du temple envahissaient mon jeune cœur d'une douce tristesse. C'est de cette nature japonaise, si gracieuse, maintenant en voie de disparition, que sont nées mes pensées et mes sentiments les plus profonds. Yo no
La première sœur aînée et la deuxième sœur aînée, moi et ma petite sœur. Nous n'étions pratiquement que des filles. Il était juste au milieu, entre deux sœurs aînées et deux sœurs cadettes. C'était le seul et unique fils de la famille, et à ce titre, il faisait l'objet d'une grande attention. Maman n'avait en tête que le paradis de la terre pure et le Nambutsu. Elle croyait en la bonté innée des hommes et rêvait d'un monde idéal. Papa se donnait tout entier à son commerce où il devait se livrer à toutes sortes de ruses et de stratagèmes. L'union de deux êtres aussi différents me semblait à l'époque aussi inharmonieuse que bizarre. Il m'était vraiment impossible d'opter pour l'un ou pour l'autre. J'avais donc à embrasser tout entière cette contradiction et à la résoudre. J'étais convaincu que c'était là mon destin. Ces inquiétudes me poursuivirent tout le temps que j'étais à Tokyo, où je suivais ces cours de théologie et d'économie que ma mère et mon père symbolisaient. Et là aussi, il m'était impossible de choisir. Mon père n'était pas du tout croyant, contrairement à ma mère qui pratiquait avec la plus grande ferveur. Elle passait beaucoup de temps dans les temples. Nos parents étaient très différents. C'est là, vraiment c'est là. Le jardin, c'était à partir de là. Il a étudié l'aquarelle avec Tanaka Shoichi, un professeur de saga. Il allait toujours peindre du côté du pont de fer de Morodomi. Il a envisagé sérieusement de devenir peintre. Il peignait déjà vraiment bien à l'époque où il était collégien. Mais mon père a refusé qu'il fasse les beaux-arts. Ce qu'il y avait de proche entre la calligraphie et le reste de la vie, c'est que Maître Deshimaru, quand il faisait quelque chose, il était totalement à 200% avec ce qu'il était en train de faire, avec une présence totale et une capacité de concentration qui faisait qu'il n'y avait plus rien qui existait que ça. Quand il mangeait, quand il faisait zazen, quand il buvait un coup, il était complètement là. Et quand il faisait de la calligraphie, il était complètement dans la calligraphie. C'est une adhésion totale à l'action de l'instant. Ça, c'est d'ailleurs un très grand enseignement du zen et qui n'est pas que théorique, enfin, que Maître Deshimaru a actualisé constamment dans sa manière d'être.
Ici, il est avec son épouse, à l'occasion d'un mariage. Il voulait déjà devenir moine quand il était jeune. Mais quand il a demandé l'ordination à Sawaki Kodo, son maître, celui-ci a refusé en lui disant « Tu dois mener la vie d'un homme ordinaire, travailler, étudier, te marier, avoir des enfants, en bref, acquérir de l'expérience tout en continuant à pratiquer Zazen. » Mon père a donc suivi les instructions de son maître, il a renoncé à devenir moine, s'est marié, a eu des enfants et a travaillé, mais sans jamais cesser de pratiquer Zazen. Il disait sans détour, pourquoi la religion est-elle dans une impasse au Japon? Parce qu'au Japon, on devient moine de père en fils. Pour lui, le fait que les fils héritent du temple de leur père, c'était quelque chose de lamentable. C'est pourquoi il considérait qu'il n'y avait rien à tirer de l'école Zen Soto. Quand il a réalisé à quel point le zen japonais était limité, il a décidé de partir à Paris. Deshimaru était un moine de l'école Zen Soto, mais en fait, il n'y avait pas de place pour lui au Japon. C'était un homme de grande envergure qui ne pouvait pas donner sa mesure dans son propre pays. Il a connu l'échec à Saga, puis à Tokyo, puis dans le monde étroit de la religion au Japon. Mais à Paris, les choses ont pris une toute autre tournure. You understand the expression possible. Next, Kang, Kang, Ji, Zai, Do, Sa. So if you continue, during the expression, you can continue long time, long. Comme ça. Le moment est venu de découvrir quelques livres que nous avons sélectionnés pour vous et qui viennent de paraître. Bouddha, Bouddhisme aux éditions Piquet, 20 contes des vies passées du Bouddha qui sont parus chez Claire Lumière, Enseignements sur l'amour de Thich Nhat Hanh est paru chez Albin Michel. Vous pouvez également vous procurer Les Chemins de la Sagesse en un seul tome. C'est une version intégrale qui vient de sortir d'Arnaud Desjardins. Il vient de paraître à la Table Ronde. Et pour terminer, ce roman d'Alain Mamoumani que nous avions reçu dans cette émission, Force majeure, est édité au Nil. Vous pouvez nous